Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous présenter les variations climatiques au cours des temps géologiques en expliquant comment il est possible de les reconstituer, puis l'origine de ces variations. Avant d'expliquer les variations passées, il est important de préciser que le climat est influencé par trois paramètres. L'insolation, c'est-à-dire la quantité d'énergie solaire que reçoit la Terre, l'albédo, c'est-à-dire le pourcentage d'énergie réfléchie par la planète en fonction de l'énergie reçue. Plus une surface est sombre, moins elle réfléchit, donc plus elle absorbe d'énergie solaire. À l'inverse, plus une surface est claire, comme la neige, plus elle réfléchit d'énergie et moins elle en absorbe. Dernier paramètre influençant le climat, c'est l'effet de serre. En effet, la Terre réémet en continu, sous forme de rayons infrarouges, la chaleur qu'elle reçoit du Soleil et la chaleur qu'elle produit elle-même. Ces rayonnements infrarouges ont tendance à se dissiper vers l'espace, néanmoins une partie est absorbée par certains constituants de l'atmosphère, notamment les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre bloquent donc ces rayonnements infrarouges, ce qui contribue à réchauffer l'atmosphère de la planète. En plus de ces paramètres qui influencent le climat, il existe ce qu'on appelle des boucles de rétrocontrôle. Par exemple, lorsque la température augmente, la surface de glace sur la Terre augmente, l'albédo augmente, la température continue de baisser. Lorsque la température diminue, la solubilité du CO2 augmente, il passe donc de façon préférentielle dans l'océan, et sa concentration en atmosphère diminue, l'effet de serre diminue. Lorsque la température diminue, la vapeur d'eau est moins importante, l'effet de serre diminue, la température diminue. En cas de réchauffement climatique, les processus sont le contraire. Maintenant que l'on a vu les paramètres qui influençaient le climat, on va pouvoir s'intéresser aux façons que l'on a de reconstituer les climats passés. Première façon de faire, c'est d'utiliser des indices biologiques. C'est le cas par exemple des pollens. En effet, les pollens ont la particularité de extrêmement bien se conserver au cours des temps, sur plusieurs dizaines de milliers d'années. On peut ainsi récupérer des grains de pollen et déterminer les espèces qui vivaient à un endroit donné. Or, les espèces ont toutes ce qu'on appelle des préférendums, c'est-à-dire des conditions climatiques qu'elles préfèrent. Si on regarde il y a environ 10 000 ans sur ce diagramme pollinique, on voit que la quantité de pins a diminué, alors que la quantité de chênes a augmenté. Comme les pins préfèrent les climats froids et les chênes les climats chauds, on peut en déduire qu'il y a 10 000 ans, il y a eu un réchauffement climatique, qui constitue le dernier âge glaciaire. On peut noter qu'on peut utiliser d'autres êtres vivants, comme par exemple les coraux. Autre façon de reconstituer un climat passé, c'est d'utiliser des indices géologiques, comme les traces laissées par des glaciers. En effet, les glaciers, lorsqu'ils s'écoulent, peuvent rayer les roches sur lesquelles ils s'écoulent, c'est ce qu'on appelle des stries glaciaires, peuvent également charrier des fragments de roches, formant alors des moraines. D'autres roches peuvent être utilisées, comme par exemple la bauxite, caractéristique des climats chauds, ou l'éthylite, caractéristique des climats froids. On note que par exemple au Crétacé, il y avait d'éthylite absente sur Terre, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de glacier, et il y avait des bauxites, caractéristiques des climats chauds, jusqu'à des latitudes extrêmement élevées. Il y avait donc un climat chaud sur Terre au Crétacé. Enfin, on peut noter qu'on peut utiliser des indices géochimiques. C'est le cas principalement du delta O18. Le delta O18 est un rapport permettant de mesurer les concentrations d'O18 et d'O16 d'un échantillon passé par rapport à ses concentrations actuelles. On peut mesurer le delta O18 dans l'océan et dans les glaces. Ce que l'on note, c'est que le delta O18 des océans, et donc des roches qui se forment dans les océans, comme les calcaires, diminue quand la température augmente. A l'inverse, le delta O18 des glaces augmente quand la température augmente. Ainsi, lorsque l'on récupère des échantillons de roches océaniques passées, qui contiennent éventuellement des restes d'organismes type foraminifères, on peut alors déterminer une variation climatique passée. Ainsi, on observe qu'au cours du Cénozoïque, c'est-à-dire depuis 65 millions d'années, le delta O18 des foraminifères, donc des calcaires, donc de l'eau, a eu tendance à augmenter, ce que veut dire que la température a globalement baissé. On peut également utiliser ce delta O18 dans des carottes de glace. On observe alors que depuis 500 000 ans, il y a eu plusieurs variations cycliques du delta O18 et donc de la température. On observe ici des pics avec un delta O18 élevé, ce qui veut dire qu'il faisait relativement chaud, il y a environ tous les 100 000 ans. Ces périodes correspondent à ce que l'on appelle des périodes interglaciaires. Elles délimitent à l'inverse des périodes glaciaires, où l'on observe des sous-cycles d'environ 40 000 ans et d'environ 20 000 ans. Enfin, on peut noter qu'on peut déterminer également les concentrations de CO2 passées et donc avoir une idée de l'effet de serre du passé. Pour cela, on peut utiliser ce qu'on appelle l'indice stomatique. Il s'agit de compter le nombre de stomates par rapport au nombre de cellules présentes sur l'épiderme d'une feuille. Ça peut être une feuille prélevée réellement ou ça peut être une trace fossilisée.
En règle générale, l'indice stomatique quand la concentration en CO2 augmente. Ainsi, si l'on prend des empreintes de feuilles datées du Crétacé, on observe qu'il y avait un indice stomatique d'environ 6,5, ce qui correspond à une teneur en CO2 d'environ 800 ppm, soit le double de l'heure actuelle. On peut noter également que, au cours du Cénozoïque, l'indice stomatique a eu tendance à augmenter, ce qui veut dire que la concentration en CO2 a diminué et donc que l'effet de serre a diminué. En résumé, on a donc depuis le Paléozoïque eu des périodes froides, comme le Carbonifère, des périodes chaudes, comme le Crétacé, des périodes de refroidissement, comme le Cénozoïque, et au sein de ces périodes, des variations climatiques cycliques, comme au Quaternaire, c'est-à-dire depuis 2 millions d'années, avec des cycles de 100 000, 40 000 et 20 000 ans. On peut noter ici qu'on observe le dernier âge glaciaire il y a environ 10 000 ans, et que le réchauffement climatique actuel serait ici. Comment expliquer ces variations climatiques passées ? La première explication est une modification de la position de la Terre par rapport au Soleil, ce qui va modifier son insolation. La position de la Terre est réglée par 3 paramètres, l'excentricité, l'obliquité et la précession. Ces 3 paramètres modifient la position de la Terre par rapport au Soleil, ce qui constitue le cycle de 100 000, de 40 000 et de 20 000 ans. Autrement dit, la température de la Terre depuis 2 millions d'années dépend de sa position par rapport au Soleil. Autre origine possible, c'est les processus tectoniques. C'est le cas de processus qui peuvent influencer l'effet de serre. En effet, au début du Cénozoïque, il y a eu la formation d'une importante chaîne de montagnes suite à la fermeture d'un océan. Cette chaîne de montagnes comprend par exemple l'Himalaya et les Alpes. Or, dans les chaînes de montagnes, il y a une intense érosion, et les processus liés à l'érosion, pour se réaliser, vont avoir tendance à consommer du dioxyde de carbone atmosphérique. Chaîne de montagne implique donc érosion, qui implique diminution du CO2 atmosphérique et donc diminution de l'effet de serre. On peut noter que les mêmes processus ont eu lieu au Carbonifère, avec la formation d'une chaîne de montagnes importante, la chaîne hercynienne, avec une érosion importante et donc une diminution du CO2 atmosphérique et de l'effet de serre. L'effet de serre peut également être contrôlé par des processus tectoniques, mais d'une façon opposée. En effet, au Crétacé, il y avait une intense activité volcanique, au niveau des dorsales mais au niveau des points chauds, qui émettait en continu d'importantes quantités de gaz à effet de serre, comme du CO2, du méthane ou de l'eau. L'effet de serre était donc important à cette époque-là, en lien avec une activité magmatique importante. Les processus tectoniques peuvent également avoir un rôle sur l'albédo. Si l'on prend par exemple le Cénozoïque, la modification de la position des continents a modifié les courants océaniques. Ces modifications ont ensuite permis la mise en place d'une calotte polaire au niveau de l'Antarctique qui, globalement, abaisse l'albédo de la planète et permet à la refroidir. De mêmes processus ont permis la mise en place d'une importante calotte polaire au niveau de l'hémisphère sud au Carbonifère, d'où le climat froid. Au Crétacé, on peut noter que l'albédo a joué un rôle important également. Les processus liés à la formation des dorsales, dont on a parlé tout à l'heure, ont contribué à la mise en place d'un niveau marin plus élevé. Les dorsales prenant plus de place, le niveau marin s'est élevé. Une plus grande partie de la surface terrestre était donc occupée par des océans. Or, l'albédo moyen des océans étant faible, l'albédo moyen de la Terre a diminué, contribuant à réchauffer la planète à cette période. Enfin, on peut noter que des processus biologiques peuvent également être à l'origine de variations climatiques. C'est le cas au Carbonifère, où d'importantes forêts se sont mises en place. Ces forêts étaient constituées principalement d'arbres, où une nouvelle molécule est apparue, la lignine. Or, pour fabriquer leur matière organique, les végétaux constituant cette forêt utilisaient la photosynthèse. La photosynthèse consommant du CO2, ça a contribué à baisser le CO2 atmosphérique et donc baisser l'effet de serre. De plus, la lignine qui est apparue à cette période-là n'était pas dégradée à cette époque-là. Elle s'accumulait sur le sol, ce qui permettait un enfouissement important de matière organique. On a donc eu, il y a 300 millions d'années, un gros piégeage de matière organique, de carbone organique, contribuant à baisser le CO2 atmosphérique et donc l'effet de serre. Toute cette matière organique enfouie a ensuite été à l'origine des gisements de charbon que l'on exploite à l'heure actuelle. En résumé, au Quaternaire, c'est il y a 2 millions d'années. Des indices géochimiques, comme le deltaolithe des glaces, attestent de variations cycliques. Ces variations cycliques dépendent de paramètres astronomiques, comme l'excentricité, tous les 100 000 ans, l'obliquité tous les 40 000 ans, et la précession tous les 20 000 ans. Ces paramètres modifient l'insolation de la planète et modifient donc sa température. Des boucles de rétrocontrôle permettent ensuite d'amplifier ces phénomènes. Le Cénozoïque correspond à une période qui s'étend depuis 65 millions d'années, au cours de laquelle le climat s'est constamment refroidi,
ce qui est avéré notamment par le delta O18 des océans qui a eu tendance à augmenter. Mais on peut aussi dire que l'indice stomatique a permis de montrer que le CO2, lui, diminuait au cours de cette période. Il s'agit de processus tectoniques qui sont responsables de ce refroidissement, avec notamment la formation de chaînes de montagnes comme l'Himalaya ou les Alpes. Ces chaînes de montagnes sont le lieu d'importantes érosions qui permettent de diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère et donc de diminuer l'effet de serre, d'où une diminution de la température. La formation de ces chaînes de montagnes a également modifié la position des continents, ce qui a modifié les courants océaniques, permettant la formation d'une calotte de glace importante dans l'hémisphère sud. L'albédo moyen de la Terre a augmenté, contribuant à diminuer la température de la planète. Au Crétacé, c'est-à-dire il y a environ 100 millions d'années, des arguments biologiques comme les coraux ou géologiques comme la bauxite ont permis de montrer qu'il y avait un climat chaud. L'indice stomatique a permis de montrer qu'il y avait beaucoup de CO2 et donc un effet de serre important. Il s'agit essentiellement de processus tectoniques. En effet, il y avait à cette époque-là une intense activité de points chauds et une intense activité des dorsales. Il y avait donc du volcanisme de façon importante qui émettait de façon importante des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. L'effet de serre était important, la température élevée. L'activité intense des dorsales a également contribué à élever le niveau marin, ce qui a contribué à abaisser l'albédo moyen de la planète Terre. La température a donc eu tendance à augmenter. Pour finir, au Carbonifère, il y a environ 300 millions d'années, les processus étaient d'origine tectonique. En effet, la répartition des continents a permis la formation d'une calotte polaire et donc d'un albédo élevé sur la planète et d'une température faible. Les chaînes de montagnes ont permis d'intenses érosions, une baisse du CO2 atmosphérique, une baisse de l'effet de serre. Les processus biologiques ici sont basés sur la formation d'importantes forêts d'arbres qui contenaient notamment une nouvelle molécule, la lignine. Ces forêts sont formées grâce à la photosynthèse qui puise du CO2 dans l'atmosphère pour produire de la matière organique et contribue donc à abaisser le CO2 atmosphérique. La lignine et d'autres molécules fabriquées à l'époque n'étaient pas dégradées par les êtres vivants. Il y a donc eu un intense enfouissement de matière organique permettant d'abaisser le CO2 atmosphérique. L'effet de serre était donc relativement faible et la température baissait. On peut noter pour finir que la matière organique enfouie au cours du Carbonifère a formé d'importants gisements de charbon qui sont alors exploités par l'humanité.